Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. Comment financer des routes durables en Afrique? Cette question était au cœur de l'AFERA lors de sa 21e Assemblée générale à Abidjan. En ouverture, le Premier ministre adressait ce lundi l'état des lieux de la Côte d'Ivoire. L'augmentation du prix de l'électricité dépasse-t-elle les 10% dans le pays? C'est la question que se posent plusieurs clients de la CIE après avoir reçu leur facture qui serait bien plus élevée que prévu. Et puis les attaques terroristes au Burkina Faso et au Mali ont poussé de nombreux déplacés en Côte d'Ivoire, surtout dans le Boun-Kani, où plus de 28 000 réfugiés sont logés. Comment s'intègre-t-il aux communautés locales? Reportage à suivre dans ce journal. Plus de 3 000 milliards, c'est la somme investie dans les routes ivoiriennes depuis 2011. Ce lundi, le Premier ministre a dressé l'état des lieux des infrastructures routières dans le pays. C'était à l'occasion de la 21e Assemblée générale de l'AFERA, dont le thème central est le financement des routes durables en Afrique. Le reportage de Salif Yalekwe et de Tanguy Codin. Après Maputo au Mozambique, Abidjan accueille la 21e Assemblée générale de l'AFERA, l'association des fonds d'entretien routier africains. Face à la rareté des financements, les experts présents à Abidjan durant 4 jours vont réfléchir sur les nouveaux mécanismes pour la construction et l'entretien des routes. Robert Begré-Mambé, à l'entame des travaux, a mis en exergue les efforts consentis par l'État ivoirien pour l'amélioration du réseau routier. Nous disposons aujourd'hui d'un réseau routier classé d'un linéaire d'environ 82 000 km, dont 8 100 km de routes interurbaines revêtues. Outre les routes classées, le réseau routier ivoirien comprend 5 000 km de voiries urbaines et un peu plus de 200 000 km de routes rurales non classées. Au total, ce sont plus de 3 000 milliards de francs CFA qui sont investis depuis 2011 pour la construction, l'extension et la modernisation du réseau routier. Ces assises sur les bords de la lagune ébriée ont pour thématique vers un financement durable des fonds routiers pour un meilleur entretien du réseau routier. Conférences, panels et visites techniques vont meubler cette assemblée. Il est donc attendu de nous, à la fin de nos différentes réflexions, des recommandations pertinentes et opérationnelles qui permettront à nos gouvernements d'améliorer qualitativement et quantitativement les indicateurs de gestion du réseau routier. Car malgré tous nos efforts consentis par nos États, le financement de l'entretien routier demeure un défi. L'amélioration de nos infrastructures routières repose à la fois sur un partenariat dynamique et une synergie agissante des parties prenantes. Plus de 250 décisionnaires des fonds d'entretien routier africains venus de 35 pays participent à l'événement. L'AFERA a été créée en 2003 avec pour objectif de développer un réseau d'échange d'expériences et d'informations sur les pratiques de financement de l'entretien routier en Afrique et sur le fonctionnement des fonds routiers en vue d'obtenir et de garder des routes de bonne qualité sur le continent. Vous le savez, depuis le 1er janvier, l'électricité a augmenté de 10% en Côte d'Ivoire, une décision qui a suscité diverses réactions parmi les populations. Mais à l'arrivée des factures, c'est l'incompréhension pour beaucoup. Les montants seraient bien plus élevés que prévu. Le constat de Nadja Eja et de Zécré Joseph. Sur les réseaux sociaux, le mécontentement de la population ivoirienne suite aux nouvelles factures reçues de la compagnie ivoirienne d'électricité est perceptible. Logo de la CIE barré et publication, chacun y va de ses faits et gestes pour dénoncer le coût trop élevé du kilowattheure et des taxes sur la facture d'électricité. Quand une facture de 180 000 devient 250 000 francs CFA, attends, vous ne trouvez pas que vous nous étouffez un peu trop? Selon la compagnie ivoirienne d'électricité, la hausse sur le coût du kilowatt n'excède pas les 10% annoncés pour les compteurs à 10 ampères et 20% pour les abonnés au-delà de 15 ampères qui avaient, eux, subi une première hausse en juillet 2023. Dans la plupart des cas, la consommation des clients a augmenté, comme dans ce cas de figure. Ici,
La facturation à la période 02 était faite avec le prix unitaire de 73,66. À la période 04, le prix unitaire est de 81,03. Donc nous constatons que les 10% ont été effectifs à partir de la période 04 du client. Nous constatons que la consommation du client est de 460 à la période 02. Et à la période 04, sa consommation est de 557. Du coup, le client se retrouve avec 63 220 en avril. Auparavant, il avait 49 255. Au bout du compte, ce client devra payer une marge de 13 965 francs CFA entre ces deux factures, équivalent à 31% de hausse, dont 21% pour sa consommation et 10% sur le prix du kilowattheure. Si la consommation s'est autant accrue, c'est en raison de plusieurs facteurs, notamment le changement des habitudes, le climat beaucoup plus chaud et la vétusté des équipements. Le directeur de la facturation recommande donc aux clients de bien vérifier l'état de leur consommation. Chez certains, ça peut être un seul facteur, chez d'autres, deux, et pour d'autres, par contre, les trois facteurs ensemble. Lorsqu'il prend sa facture, il doit vérifier la consommation. Il y a bien la consommation, qui aujourd'hui est la différence entre l'index que nous relevons le jour de la facturation et l'ancien index que nous avons utilisé pour faire votre dernière facture. Donc c'est cette différence-là qui constitue votre consommation. Nous avons donc le 822 qui est disponible 24/24 pour des vérifications complémentaires. Le client peut appeler à n'importe quel moment, donc, comme je le disais, pour pouvoir donc avoir des compléments d'information. Les consommateurs, eux, n'entendent pas les choses de cette oreille. Certains déplorent un manque réel de communication et de transparence, tandis que d'autres dénoncent le monopole de la CIE dans ce secteur. La meilleure chose peut-être à faire dans ce genre de cas, c'est une campagne d'information et de sensibilisation. Parce que sur les factures, la plupart du temps, on paye les factures, mais on ne sait pas vraiment ce qu'on paye. Il faudrait qu'on nous informe déjà de l'imposition de 18% que l'État met sur ces compagnies-là, des frais de timbre, tout ce qui est TVA et tout ça, pour qu'on puisse ensemble être au courant de vraiment ce qui se passe, afin de mieux comprendre ce qu'on paye et de pouvoir nous aussi aider l'État à mieux nous aider en fait. Sans la concurrence, il est impossible, voire même improbable, qu'il y ait des coûts favorables à l'ensemble de la population. Nous invitons et nous demandons au gouvernement de se pencher sur cette situation-là. Parce qu'avoir une seule compagnie d'électricité pour plus de 22 millions d'Ivoiriens, je pense que c'est pénible. Pour rappel, l'objectif du gouvernement, à travers l'ajustement tarifaire, est de garantir l'équilibre financier du secteur afin de préserver la qualité du service et assurer la continuité de la fourniture d'électricité. Dans l'actualité politique, le scrutin présidentiel de 2025 ne se déroulera pas sans le COJEP. Ce sont les mots de son président Charles Blé Goudet lors de la rentrée politique du parti à Yamoussoukro, où il a mobilisé ses troupes en vue de cette échéance électorale à venir. Le reportage de Timé Danger et de Cheikh Bleu. Au son de grêlot et rythme du terroir, le COJEP, Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, bande ses muscles. Dans la grande salle de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la paix de Yamoussoukro à ses couleurs, le pari de la mobilisation gagnait. Auréolé d'un accueil délirant, son président Charles Blé Goudet se projette déjà pour 2025. Place alors à la présentation du projet de société qu'il entend proposer aux Ivoiriens dans la perspective de la bataille électorale de 2025. Moi, président, ce sera corruption, zéro tolérance dans notre pays. Ce qui induira une gouvernance par l'exemplarité au sommet de l'État. Au moment où coulait le lait et le miel, le gouvernement était de 23 membres. Ensuite, de 25 membres. On avait tout. Au moment où aujourd'hui, on a tous les problèmes, je pense que si un jour je suis président, je peux faire la même chose que le père de la nation. Réduire le nombre de membres du gouvernement. Porteur d'un projet de gouvernement par l'essentiel et les priorités, le président du COJEP n'élude pas les obstacles qui pèsent sur sa candidature. Pour les lever, il entend privilégier la force de l'argument et non l'argument de la violence et de la déstabilisation du pays. Je voudrais rassurer tout de suite. Je ne vais pas brûler la Côte d'Ivoire parce que je suis condamné à 20 ans. Jamais je vais le faire. J'ai toujours dit,
que cette question de condamnation à 20 ans est une décision politique qui va donner une réponse politique. On a dit l'élection dans 16 mois. J'ai posé le problème. J'ai contacté des médiateurs pour dire que ce n'est pas normal que pour une même question, d'autres aient été amnistiés, moi pas. 2025 ne se passera pas. 2025 ne se passera pas. Écartant toute mise à l'écart du scrutin présidentiel à venir, auquel il dit être prêt à compétir, Blé Goudet ne déclare pas séance tenante sa candidature. Une motion des instances du parti avait pourtant été lue dans ce sens. Pas de quoi inquiéter des participants, lesquels saluent sa maturité et sa clairvoyance. Je suis très heureux de voir qu'il fait le tour de la Côte d'Ivoire avec un seul discours, la paix. Et ce soir, je l'ai écouté, mais je suis fier parce que je vois que comparé à tous les hommes politiques qui se lancent des pierres, je vois un jeune qui a une vision pour la Côte d'Ivoire de demain. On ne rêve que de ça. On veut vraiment du sang nouveau au sein de la classe politique ivoirienne. Et donc moi je pense que la génération Charles Blé Goudet, ça serait vraiment du sang nouveau. C'est ce message républicain que je retiens. Un message vraiment interpellateur, un message évocateur qui nous interpelle tous, qui est donc d'investir tous les bureaux pour aller se faire enrôler et répondre et faire en sorte que vraiment nous puissions reprendre le destin de la Côte d'Ivoire. Bien avant, le ministre-gouverneur Augustin Thiam, cadre du RHDP, se réjouissait de la posture républicaine du mythique chef de l'ex-galaxie patriotique, l'exhortant à garder le cap pour jouer un rôle de premier plan sur l'échiquier politique national. Une ambition chère à Charles Blé Goudet. Et ce lundi, le ministre délégué aux Affaires maritimes a visité l'arrondissement maritime de Bingerville. L'objectif, s'enquérir des conditions de travail de ses collaborateurs afin d'améliorer leur quotidien. Le constat de Mardoché Kwasi et de Fulgence Kissiedo. Antenne des affaires maritimes et portuaires de Bingerville. C'est ici qu'a démarré la visite du ministre délégué auprès du ministre des Transports chargé des affaires maritimes à ses collaborateurs de l'arrondissement de Bingerville. Honneurs militaires et visite des locaux ont été les moments essentiels de cette étape. Cap a ensuite été mis sur le site qui va bientôt abriter l'antenne maritime, un projet cher à l'administration des affaires maritimes. Cette visite à l'arrondissement maritime de Bingerville rentre dans le cadre d'une tournée d'évaluation des acquis et vise à identifier les ajustements à apporter pour une meilleure performance des équipes. Nous venons nous imprégner des réalités du terrain, voir les conditions dans lesquelles nos agents travaillent et puis essayer d'apporter des solutions pour le bien-être de l'administration des affaires maritimes. Il y a beaucoup qui a été fait. Et nous savons aussi qu'au-delà du beau travail qu'a fait la Direction générale des affaires maritimes avec à sa tête le colonel Julien, il y a beaucoup à faire encore. Et justement, nous allons dresser un carnet de toutes ces réalités-là dans le détail fin pour progressivement apporter des solutions. Une tournée de prise de contact qui a démarré le 22 avril 2024 dans l'arrondissement maritime ouest à San Pedro, s'est poursuivie le 29 avril dernier dans celui d'Atiaké, puis Jacquesville le 6 mai, avant cette étape de Bingerville. Pour rappel, c'est le 27 décembre que le ministre délégué, Célestin Ceredo, a été porté à la tête des affaires maritimes et portuaires. L'actualité, c'est aussi le Conseil d'État qui a reçu ce lundi un don de matériel informatique dans le cadre de l'opération de modernisation de l'administration publique. La remise de ces équipements a été faite au sein de la juridiction bénéficiaire et en présence de Nadja Edja et de Chèque Bleu. En remettant au Conseil d'État ce lot d'équipements composé, entre autres, de micro-ordinateurs tout en un, d'ordinateurs portables, d'imprimantes et autres matériels informatiques, le projet d'appui à la gestion économique et financière entend poursuivre sa mission de soutien à l'administration publique. Coût global du don remis ce jour, 113 millions de francs CFA. Nous osons espérer que le matériel remis officiellement ce jour favorisera une plus grande célérité dans le traitement de vos dossiers. L'usage que vos collaborateurs en feront sera certainement bénéfique, tant pour l'institution que vous dirigez que pour les justiciables. Pour la plus haute juridiction administrative du pays, l'acquisition de ces outils de travail vient à point nommé. La cérémonie est remplie de symboles et témoigne de la bonne collaboration, la collaboration fonctionnelle entre le ministère de l'économie et des finances et la haute juridiction administrative que nous représentons. Vous nous permettez
d'augmenter notre matériel informatique et surtout nous rendre plus efficaces. Avant ce don au Conseil d'État, le PAGEF, financé à hauteur de 17,107 milliards de francs CFA par le gouvernement et la Banque africaine de développement, a permis le renforcement des capacités opérationnelles de plusieurs régies financières. Et durant la semaine des bâtisseurs initiée par les hautes études en gestion, les étudiants en génie civil de l'établissement EGES sont à l'honneur. Conférences, panels et partage d'expériences sont au programme tout au long de cette semaine pour promouvoir la filière et faciliter l'insertion sociale des jeunes diplômés de l'école. Le reportage de Moussani Kema et de Kimo Eric. Prisca est étudiante en génie civil. Ce matin, elle vient assister à la semaine des bâtisseurs, une semaine de promotion de la filière génie civil, initiée par les hautes études en gestion EGES. Une femme qui fait du génie civil, c'est quelque chose qui n'est pas toujours fréquent. Donc c'est vraiment comme un défi que je me lance à moi-même de pouvoir prouver que je suis capable encore de pouvoir faire tout ce qui est dit homme dans la société. Ils sont nombreux les étudiants de cette filière qui espèrent faire carrière dans les métiers du bâtiment. C'est un domaine qui me passionne et il y a peu de femmes dans ce domaine. Voilà, donc pour aussi montrer l'exemple à mes amis, aux autres filles, pour dire que le génie civil n'est pas forcément un métier pour les hommes. Nous les femmes aussi, on peut être du domaine. Sanga Moussa est lui, un ancien étudiant de l'école, aujourd'hui chef d'entreprise. C'est une filière qui vraiment apporte un plus, tant en Côte d'Ivoire que partout actuellement dans le monde. Donc c'est une filière qui contribue considérablement au développement de la société. La semaine des bâtisseurs vise à mettre en relation étudiants et professionnels du secteur. C'est une mise en relation pour permettre aux étudiants d'avoir une meilleure connaissance du monde du travail et ensuite leur permettre d'augmenter leurs connaissances dans ce domaine. Comme vous l'avez constaté, il y a beaucoup de femmes dans ce métier. Et c'est justement parce que tout ça a été mis en place. Ça a facilité beaucoup de choses et ça a aidé aussi à faire comprendre aux femmes que ce n'est pas un métier forcément très dur, c'est un métier technique. Et donc quand on maîtrise la technique, qu'on soit une femme ou un homme, on réussit. Le génie civil, c'est un vivier. Voilà, c'est une niche très importante en matière d'emploi et je pense que les jeunes doivent s'y intéresser. Comme on l'a vu dans le défilé, c'est vraiment toute une chaîne de valeur, le génie civil. Il y a tellement de métiers, il y a tellement d'opportunités et nous encourageons nos jeunes à s'intéresser au génie civil. Prévue du 13 au 18 mai au sein de l'établissement, la Semaine des bâtisseurs est un cadre de rencontre et de partage d'expériences entre étudiants en génie civil et professionnels du secteur. Je vous le disais en titre, les attaques terroristes au Burkina Faso et au Mali ont poussé des milliers de personnes à fuir vers la Côte d'Ivoire, notamment dans la région du Bounkiani, où plus de 28 000 réfugiés ont trouvé refuge. Comment vivent-ils avec les communautés locales? Une question qui préoccupe ONG, autorités locales et le HCR. Reportage. Plus de 28 000 réfugiés dans la région du Bounkiani. Les raisons principales de ce flux de réfugiés, la situation sécuritaire au Burkina Faso, où des groupes armés endeuillent les populations. Par milliers, ces déplacés burkinabés accourent vers le Bounkiani, au nord-est de la Côte d'Ivoire. C'est la crise sécuritaire et ces dernières années, le Burkina est frappé par l'insécurité, voire le terrorisme. Et c'est ce qui nous a poussé de quitter notre pays, mais vite, pour se réfugier en Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire, à travers le Conseil national de sécurité, a construit de nombreux sites d'accueil dans la localité de Timala, près de Bouna, et plusieurs familles d'accueil reçoivent ces réfugiés dans la zone de Tougbo, dans le département de Teini. Cette situation a totalement bouleversé les habitudes des populations, des villages d'accueil. Le maître mot, c'est la solidarité face à cette situation de précarité des réfugiés. Aujourd'hui, à Tougbo, la population des hommes sont beaucoup. Bon, et l'alimentation, là, c'est insuffisant. L'eau, il n'y a pas l'eau. Sinon, les réfugiés sont trop nombreux à Tougbo. Donc, il n'y avait pas mangé. Les ONG envoyaient manger pour nous. Donc, maintenant, là, ils n'en voient plus. Donc, on se débrouille avec eux. Des organisations non gouvernementales, aux côtés du Haut Commissariat des réfugiés, mènent des actions telles que des distributions de kits alimentaires
et la construction des infrastructures de base pour aider les populations des villages d'accueil impactés par l'arrivée de ces réfugiés. Nous avons fait ce forage équipé de système solaire à Panzarani, à Léomidour. Nous avons également appuyé les organisations de femmes à travers la réalisation de projets à impact rapide. Nous accompagnons le HCR. Nous travaillons avec eux pour apporter quelques solutions dans la région du Tchologo et dans la région du Bunkani. Au nombre des réfugiés, plusieurs milliers de demandeurs d'asile. Mais cette arrivée massive des populations fait des éventuels couacs dans la cohabitation entre réfugiés, demandeurs d'asile et communautés locales. D'où cette rencontre des acteurs de la région autour des projets de renforcement de la cohabitation pacifique dans les régions du Bunkani et du Tchologo. Former les leaders communautaires à la gestion de l'information, à la liberté d'expression, ces défis, ces limites et ces portées dans cette situation particulière dans laquelle nous nous trouvons, afin que la gestion de l'information, la rumeur et la gestion rationnelle de la paix et de la cohésion sociale, qui est une affaire de tous, soit plus solide pour notre région. L'objectif du projet, c'est justement de pouvoir mettre en place des leviers pour maintenir la cohésion entre les populations locales et les réfugiés que ces populations accueillent, qui sont donc les demandeurs d'asile. Le traumatisme et la peur chez certains réfugiés les rendent hésitants quant au retour dans le pays. Je souhaite à ce que le gouvernement gagne un espace aménagé pour ces derniers, qu'ils soient s'installer et qui, si c'est possible, qu'il ait la nationalité ivoirienne. Selon les chiffres officiels des autorités ivoiriennes du HCR et des organisations non gouvernementales, ils sont 28 000 réfugiés dans la région du Bunkani. Le site d'accueil et d'hébergement de Timmala, à 6 km de Bouna, accueille à lui tout seul près de 7 000 réfugiés. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.